Bueno. Dagfus, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Ça va super bien. Écoute, on est trop content d'être là. Super. Ça va être un gros morceau du live, là. Il fait chaud, moi, oui, c'est un local tropical, en fait. On est dans les locaux qui sont dans les coulisses du biodôme et puis dans lesquels on a des espèces de reptiles et d'amphibiens. Et ce matin, on va découvrir avec vous deux espèces, la tortue des bois et la rainette faugrillon, et vous expliquer un petit peu les efforts que fait le biodôme pour la conservation de ces espèces. Très cool. Et toi, tu es conseiller scientifique, c'est ça, au Oui, biodôme? c'est ça. Je suis conseiller scientifique et conservateur des reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés au biodôme. Très cool. Et donc là derrière toi, c'est là où tu nous emmènes? C'est les rainettes, on va y aller, mais un petit peu plus tard. Fait que je vous invite à aller par là, on va aller voir nos petites tortues des bois. Tu nous teases pour la suite, c'est parfait. C'est que dans ce local-là, on a des jeunes tortues des bois qui font partie d'un programme de bon départ. Donc l'idée avec ça, c'est vraiment d'essayer d'aider les populations de tortues des bois en leur donnant un petit coup de pouce pour se maintenir. Donc là, c'est très hypnotisant. Je pourrais passer des heures et des heures, je pense, ici, honnêtement. Là, c'est des jeunes tortues qui viennent de la région du Témiscouata, que le biodôme a reçu l'an passé. Donc en fait, ces tortues, les premières étapes de leur vie sont vraiment critiques, et c'est là qu'elles ont le plus de risques, notamment les nids qu'elles pondent peuvent être prédatées, dévorées par divers prédateurs comme les ratons laveurs, les loutres, etc. Donc ce qu'on fait en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune, c'est qu'ils vont collecter les œufs des tortues. Ils surveillent les sites de ponte en fait des tortues avec des caméras. Quand ils voient qu'elles pondent, ils vont récolter les œufs, puis ils vont les incuber en laboratoire. Et puis une fois les jeunes tortues écloses, ils vont les amener au biodôme, et nous on va les installer ici et puis s'en occuper pour une durée d'environ 1 à 2 ans avant de les retourner dans leur milieu d'origine. Le gros avantage qu'a cette méthode de bon départ, c'est que ça va augmenter de beaucoup leur survie. Avant d'être retournées, quand on les retourne, elles sont beaucoup plus grosses, et puis ça leur donne beaucoup plus de chances de s'en sortir dans le milieu naturel, fait qu'on supporte la population comme ça. Alors là, elles ont tout un petit programme aujourd'hui, les tortues, et là, pour elles, c'est l'heure du repas. Donc, parfait. On a Linda Petto qui est avec nous, qui est technicienne en soins animaliers, et puis qui va leur donner leur repas. Fait qu'on peut regarder ça avec vous. Cool. Et ensuite, on va aller voir un petit peu comment est-ce que ces tortues-là font de l'exercice. Ok. Donc on les fait manger, et après un petit peu d'exercice. Parfait, ça. C'est pas les mêmes qui font l'exercice, il y a toute une alternance, mais il va y avoir les deux. Alors, je vais leur donner des vers de terre. J'ai mesuré 135 grammes de vers de terre pour chaque bac qui contient 10 tortues. Alors vous voyez, ils savent déjà que j'ai amélioré, elles s'en viennent un peu vers moi. Je vais enlever les feuilles pour que ça soit plus facile pour moi de les nourrir et de les voir manger. Pourquoi on les appelle les tortues des bois? En fait, c'est parmi les tortues du Québec, c'est la plus terrestre des tortues semi-aquatiques qu'on a ici, et c'est une espèce qui est toujours quand même relativement proche des cours d'eau, mais qui va s'aventurer plus loin que les rives pour aller s'alimenter pendant la période où elle est active, donc à peu près du printemps jusqu'à l'automne. Alors c'est une espèce qui, lorsqu'elle est jeune, elle se nourrit presque essentiellement elle est carnivore. Puis, comme beaucoup d'autres espèces, sa diète, son régime alimentaire va changer lorsqu'elles grandissent, pour arriver à un régime alimentaire un petit peu plus varié, qui va inclure des baies, des fruits, etc. Les tortues des bois peuvent vivre jusqu'à quel âge?
Mais en milieu naturel, ce qui a été le record est à peu près de 30 ans, et puis ça peut être plus que ça en captivité, avec au-delà de 40 ans. Ici, on a une tortue qui a une trentaine d'années. Ok. Fait que là, vous avez vu les jeunes, et puis vous pouvez voir à quoi ça ressemble quand elles sont un petit peu plus vieilles. Alors là, c'est le temps des légumes pour nos tortues des bois. Puis si je peux me permettre de commenter un petit peu pendant qu'elles mangent, ce qu'on constate, c'est que les tortues qui ont passé 2 ans au biodôme avec des paramètres optimaux pour leur croissance, elles font la taille de tortues qui en nature seraient plus autour de 6-7 ans. Fait que cette période-là, ça aide vraiment à booster leur croissance. Ok. Donc vraiment un bon gros soutien pour qu'elles puissent se développer correctement. Madame Andréane nous demande, est-ce qu'elles sont difficiles à élever? Est-ce qu'on pourrait en avoir comme animal de compagnie? On pourrait, mais toutes les espèces de tortues au Québec sont protégées par la loi sur la conservation de la faune. Okay. Et justement, une des choses qui met en danger ces populations de tortues, c'est que c'est des beaux petits animaux qui sont pas forcément très farouches. Fait que parfois elles sont ramassées, mais ce que vous pouvez faire pour aider ces tortues, c'est justement pas ramasser les individus comme ça qu'on voit en nature. Et à l'inverse, si vous avez des tortues à la maison qui font partie des espèces qu'on peut garder à la maison, qui viennent pas du Québec, pas les relâcher dans la nature parce qu'elles peuvent rentrer en compétition avec les espèces qu'on a ici. Et puis donc là elles vont bien manger, mais pour avoir des tortues en bonne santé, en plus de la bonne alimentation, il ne faut pas oublier de faire de l'exercice. Oui. Fait que c'est ce que je vous montrerai maintenant. On va juste les regarder un petit peu une dernière fois avant de repartir. Problème. Avec le petit escalier ici pour qu'elle puisse remonter et grignoter. Combien de sortes de tortues existent-ils au Québec? Il y a 8 espèces de tortues qu'on retrouve. Okay. Celle qu'on voit les plus couramment, c'est probablement la tortue peinte, qu'on voit souvent se ramasser sur des souches sur les rivières, ruisseaux, et puis qui ont tendance à se jeter à l'eau dès qu'on s'approche. Alors là, on a un petit bassin qui a été construit pour leur faire un petit peu d'exercice. Les tortues des bois se retrouvent dans des rivières dans lesquelles il y a pas mal de courants en fait. Donc là, l'idée c'est vraiment de les exposer au milieu naturel. Elles aient déjà été exposées à ces conditions qui leur demandent de nager quand même assez vigoureusement. Et qu'elles sont mises à l'exercice plusieurs fois par semaine. Okay. C'est leur petit cours d'éducation physique. On a Jules Brie qui nous demande, la tortue qui a 30 ans, est-ce que ça fait 30 ans que vous l'élevez? Alors j'ai plus la date de son arrivée en tête. Linda, te souviens-tu de... Non. Je pourrais pas vous le dire comme ça, il faudrait regarder. Le biodôme a ouvert en 92 et puis il y a certains des animaux qu'on a au biodôme qui sont là depuis son ouverture ou même d'avant, qui sont certains proviennent des institutions qui étaient à Montréal, que ce soit le jardin zoologique qu'il y avait ou encore l'aquarium, mais pour ces individus-là en particulier, je pourrais pas vous le dire de tête. Petit cours d'aquagym pour les tortues, ouais, on est là.
Donc là, tu disais ici que c'était un projet pilote, c'est ça? Oui, c'est vraiment pour voir comment elles vont utiliser cet environnement qui est un petit peu plus grand. Il y a moins de tortues par installation, et puis elles ont un côté complètement terrestre plus grand, etc. Fait que si on voit qu'il y a vraiment des bénéfices à les garder comme ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de mettre en place pour tous nos individus. Donc l'idée c'est de combiner les deux, en fait, la partie aquatique, la partie terrestre, et pas faire uniquement l'aquagym. Ouais, l'aquagym c'est fait pour les tortues à part, mais ça c'est leur aire de vie. Okay, puis aussi dans cette aire de vie là, on a rajouté une pompe qui fait un courant un petit peu permanent dans le bac, et qu'on essaie de recréer quelque chose qui est le plus enrichi, complexe possible. Et puis on va voir quel bénéfice ça a par rapport à la méthode classique qu'on a. Je comprends. On a une question par rapport aux régions. Dans quelle région du Québec habite-t-elle? C'est une espèce de tortue qui a une aire de distribution quand même assez vaste. On en retrouve jusque dans des régions plus au nord que Montréal, pas tout dans le nord du Québec. Et puis je pense que c'est une des espèces qui a la répartition la plus nordique aussi. Okay. Et puis on va retrouver aux États-Unis aussi plus vers le sud. Fait que c'est quand même une aire de répartition assez étendue. Donc plus dans l'Est, mettons. Québec, oui, on va en retrouver dans l'Est. Oui, okay. L'Est de l'Amérique du Nord. Okay. Madame Andréane qui nous demande quelles sont les sortes de tortues qui sont les plus rares au Québec. Les plus rares, ce serait probablement la tortue molle à épines, je crois, qui a vraiment quelques sites de ponte au Québec. Sinon, il y a des espèces de tortues qu'on va voir peut-être un petit peu moins au Québec parce qu'on les retrouve un petit peu plus dans l'ouest aussi, mais pour lesquelles il y a quelques occurrences. Et puis après, c'est sûr que la tortue des bois, on en voit quand même, mais c'est une espèce qui présente aussi des petites difficultés au niveau de certaines populations, d'où notre programme ici. Je te dis, on a beaucoup de questions. Est-ce qu'elles ont un moyen de se camoufler? Elles peuvent s'enfuir, et puis je pense que dans le bac là-bas, on a une tortue qui s'est un petit peu qui s'est cachée. Alors, on peut essayer d'aller la voir. Ça se peut que ça coupe, mes amis. On avance. Ok. Fait qu'ici, il y en a une qui s'est un petit peu enfouie dans le substrat. Oh, c'est bon, on est toujours en live. Ouais. Oh. Ah oui, juste ici, ouais. Et puis après, c'est des animaux qui hibernent quand même du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, fait que pendant leur hibernation, elles vont aussi s'enfouir et puis pas être forcément visibles. Elles peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les individus qu'on a vus tout à l'heure, adultes qui avaient environ 30 ans, ça donne une bonne idée de la taille que ça peut atteindre. Okay. Alors celles-ci ont été élevées au biodôme, fait que leur taille ne reflète pas nécessairement 100% de ce qu'on peut voir en milieu naturel. Ça se peut qu'elles soient un petit peu plus grandes, mais comme beaucoup de reptiles, comme beaucoup d'espèces de reptiles, il y a une croissance continue, fait qu'ils vont continuer à grandir presque toute leur vie. Okay. Est-ce qu'on peut voir des relations entre les tortues, certaines qui sont amies et d'autres qui s'aiment moins? Alors ça c'est une... je ne sais pas si on pourrait dire amies, etc. mais il peut y avoir des interactions entre les individus. Et puis c'est quelque chose qu'on va regarder un petit peu dans ce projet pilote. On va aussi regarder un petit peu le comportement des différentes tortues, savoir s'il y en a qui sont un petit peu plus braves que les autres par rapport à certaines choses. Si on les expose à par exemple un être humain, comment est-ce qu'elles vont se comporter, est-ce que certaines vont avoir moins peur, etc. Fait que c'est le genre de choses qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'elles mangent en forêt? Elles vont manger des baies, des petits invertébrés, des insectes. Ce qu'elles trouvent, elles ont une diète qui est quand même assez variée. Elles mangent aussi des vers de terre en étant adultes. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez remarquable à cet égard, c'est qu'elles utilisent parfois une technique pour faire sortir les vers de terre, c'est-à-dire qu'avec leurs pattes, elles vont taper sur le sol, ça va faire sortir les vers et puis elles vont pouvoir les cueillir. Smart, très smart. Bonne question, encore une fois, il y a beaucoup de questions. Comment on fait pour savoir si c'est un mâle ou une femelle? Pour les jeunes comme ça, c'est vraiment difficile à déterminer.
pour les plus vieilles, on peut regarder la forme de la carapace qui n'a pas tout à fait la même forme, et puis on peut regarder aussi le niveau où se trouve le cloaque de la tortue par rapport à sa queue et puis à la carapace. Okay. C'est pas évident de les reconnaître. Quand elles sont jeunes, non. Quand elles sont plus vieilles, ça peut se voir plus facilement. Puis l'autre chose, et ça c'est un fait intéressant, c'est que la plupart des espèces de tortues, le sexe de l'individu va être déterminé par la température à laquelle les œufs vont être incubés. Ouais. Mais pour cette espèce-là, c'est pas le cas, c'est déterminé génétiquement. C'est une des seules espèces de tortues où ça fonctionne comme ça. Je vois qu'il y en a certaines qui lèvent la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Les caméras par ici. Reproduisent-ils les conditions hivernales pour les mettre en hibernation? Est-ce que l'hibernation est nécessaire à leur vie au musée? Alors oui, on fait hiberner nos tortues. C'est-à-dire qu'on les met au frais pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis on essaye de reproduire ça au plus juste de ce qu'on sait, mais c'est vraiment difficile de connaître les conditions du micro-habitat de l'endroit où elles vont hiverner. C'est qu'on essaie d'avoir quelque chose de stable et puis de sécuritaire pour elles. Et oui, ça a un impact sur leur vie. Alors c'est sûr que pendant cette période, elles vont moins grossir parce qu'elles ne s'alimentent pas. Mais c'est quelque chose qui a été montré par plusieurs études comme étant quand même vraiment important pour leur cycle de vie. Okay. Combien de temps vous en général à la séance de sport ici, ça dure une trentaine de minutes. Quand elles sont un peu trop tannées, souvent elles vont aller s'accrocher sur les parois et puis ça nous dit que c'est la fin du cours. Là je pense qu'elles sont tannées là-bas, là. À gauche là, sur le rocher. Je trouve qu'elles sont un petit peu tannées. Est-ce qu'elles deviennent plus terrestres qu'aquatiques en vieillissant? Les petites ont de longues queues, mais je n'ai pas vu si les vieilles avaient les mêmes. Est-ce qu'elles deviennent plus terrestres qu'aquatiques? Sincèrement, je ne sais pas quelle est la proportion de temps passé en milieu aquatique versus terrestre en fonction du stade de vie. Mais c'est une question intéressante. C'est sûr que je vais aller vérifier ça. Et avant d'enchaîner, elles pondent environ combien d'œufs, demande Gabriel? Ça peut varier entre quelques œufs jusqu'à une vingtaine, mais je pense que la moyenne c'est autour d'une dizaine d'œufs. Très chouette. Je vous laisse contempler ça sur le chat. Puis vous les nourrissez, tu l'as peut-être dit, 2 fois par jour? Non, elles sont nourries aux 2 jours. Bye bye les petites tortues. Fait qu'ici, nous sommes dans le local dans lequel nous avons des rainettes faux-grillons. Okay. C'est également un programme pour lequel on va essayer de supporter une population en milieu naturel. Donc c'est quelque chose qui se fait en collaboration avec toujours nos collègues du ministère, et également l'université Laval et puis l'université d'Ottawa. Alors, à cette période de l'année, on a des jeunes, des têtards qui se trouvent dans ces bacs-là. Ces têtards proviennent de rainettes qui se sont reproduits au biodôme. Donc, c'est des individus qui nous ont été apportés par nos collègues du ministère, qu'on va reproduire au biodôme avant de les retourner en milieu naturel. Et puis, encore une fois, en élevant ces têtards au biodôme, on va de beaucoup augmenter leur taux de survie et puis ainsi pouvoir supporter la population de rainettes faux-grillons. Alors, pour l'instant, c'est une population qu'on surveille dans des étangs expérimentaux. Donc ça, c'est la collaboration qu'on fait avec l'université Laval. Et là, ce que vous voyez Linda faire, c'est s'assurer que les bacs dans lesquels les têtards se retrouvent restent propres et avec une qualité d'eau optimale. C'est quelque chose qui est vraiment important pour le développement des têtards. Fait qu'il faut les nourrir, mais ensuite il faut retirer un petit peu toute la nourriture qui n'a pas été mangée.
tout en laissant un petit peu les petites algues qui s'accrochent sur le fond parce que ça fait partie de la nourriture des têtards. En dehors de ces petites algues, on leur offre une nourriture qui est variée, qui est composée de zooplancton, de phytoplancton, de petites pastilles ou de flocons qu'on peut donner parfois aux poissons, et également de végétaux comme du chou kale. Alors, là on n'en a pas mis, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut leur donner. Donc là c'est des pontes qui datent du mois d'avril. Okay. Ça va prendre quelques semaines pour passer de ce stade de têtards qui sont très petits. Vous avez pu le voir, ça peut être surprenant de voir. Et puis là, ils ont quand même grossi par rapport au moment où ils ont éclos. C'est vraiment des tout petits têtards. Et puis au fur et à mesure, dans les prochaines semaines, ils vont se développer, beaucoup grossir. Et se transformer se métamorphoser en grenouillettes dans quelques semaines. D'ici mi-mai, fin mai D'ici plus, juin. Mi-juin, fin juin. Okay. Puis si vous voulez, on peut essayer d'aller voir. On a quelques adultes ici. Alors c'est des petits individus, et puis c'est des individus qui se camouflent pas mal, mais on peut essayer de voir si on est en mesure... Ah ben, regardez, il y en a une qui est en train de nager dans le petit bassin, là, je sais pas, je peux me passer un petit peu pour vous permettre de bien la voir. Juste ici. Ouais, derrière la roche. C'est vraiment des petits amphibiens, comme vous avez pu le voir, qui font 1 à 2 grammes. Fait qu'on a vraiment tout ce soin au tétard qui demande beaucoup de minutie et de précision à faire là pendant plusieurs semaines. En fait, c'est quand même un développement qui se fait sur quelques semaines. Et un des défis pour cette espèce, c'est que c'est une petite grenouille dont la stratégie de reproduction va être de se développer, de pondre ses œufs dans des étangs ou des étendues d'eau qui sont temporaires. Okay. Donc, elles vont pondre les œufs, les têtards vont se développer dedans et puis se transformer avant que le milieu s'assèche. Puis le fait que ce soit des étangs temporaires, ce que ça permet, c'est qu'il n'y ait pas des prédateurs qui s'établissent dedans comme des poissons ou d'autres espèces de grenouilles qui peuvent avoir un temps de développement plus long. Mais en même temps, ça peut les desservir parce que des fois, elles vont choisir des sites qui peuvent être problématiques pour elles, comme les traces faites par des fois les tracteurs ou les voitures. Si ça se remplit d'eau, elles peuvent choisir ce type de site. Et puis c'est sûr que quand le véhicule repasse ensuite, c'est pas facile pour elles, et puis du coup elles vont être aussi beaucoup dépendantes des précipitations et puis du climat. S'il n'y a pas assez d'eau et puis qu'elles n'ont pas le temps de terminer leur développement, ça va être un échec pour leur reproduction. Et à l'inverse, si c'est un milieu qui perdure, au bout d'un certain temps, il peut y avoir d'autres espèces qui s'installent, qui vont être des prédateurs pour ces petites grenouilles-là. On nous pose pas mal de petites questions, notamment elles pondent combien de bébés à la fois, demande Madame Andréane. Alors, elles pondent des grappes d'œufs dans lesquelles il peut y avoir plusieurs centaines d'œufs par femelle. Okay. Et puis de ça, ensuite tous les œufs vont pas forcément éclore. Il y en a qui peuvent pas être fertiles, mais une grenouille peut produire plusieurs centaines de têtards. Okay. Je pense que c'est jusqu'à 800. 500, j'avais cru. 700 ? Ok. 500, ok. On nous demande un peu la même question que tantôt avec les tortues. Quelle est la différence entre le mâle et la femelle ? Sur les adultes, parce que sur les têtards on n'est pas en mesure de le voir, une des différences qu'on voit, c'est la couleur de la peau sous la bouche, sous la gorge de la grenouille, qui va être blanche chez les femelles et puis plutôt jaune chez les mâles. Ok. Donc repérer blanc ou jaune. Combien de temps ça prend avant qu'elles deviennent des adultes ? D'ici la fin de l'été, elles vont être transformées en grenouilles. Okay. Après, elles vont pas se reproduire avant au moins la saison d'après. Ok.
Pour vous donner une petite idée, les individus que vous avez peut-être vus dans les terrariums, c'est des individus qui datent de l'an passé. Okay. Donc qui ont à peu près un an là. Okay. On me demande quelle est la taille maximale d'un tétard. Avant qu'il se transforme, il doit faire... alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais autour de 2 cm. J'aurais pensé, c'est de mémoire, peut-être une quinzaine de millimètres. Ok. 1 à 2 cm. Okay. Fait qu'ils ont encore pas mal de croissance devant eux. Alors un des défis de l'entretien et puis des petits tétards comme ça, c'est que de par leur taille, ils sont vraiment très 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 petits et sensibles. Trouver un moyen pour changer l'eau sans les déranger, c'est tout un défi. Alors on essaye d'être ingénieux et puis de parfaire nos méthodes. J'ai vu tantôt là des petits tétards qui se prenaient la petite pipette. C'est ça. Fait que c'est vraiment des choses qu'on essaie de parfaire, mais toutes les méthodes automatiques qu'on a pu essayer fonctionnent pas aussi bien que le faire avec minutie et puis à la main finalement. Fait que... Puis ce gros nettoyage que vous faites là en ce moment, c'est combien de fois? Tous les jours. Tous les jours? Et boy. Tous les jours et fois 12 petits bacs, là, ça nécessite plusieurs heures de travail chaque jour. Mais c'est vraiment la recette qui fonctionne le mieux et puis qui va nous permettre d'avoir plusieurs milliers d'individus cette année, on l'espère. Très cool. C'était quoi on nous demande la nourriture que tu donnais juste avant, c'était du phytoplancton, c'est ça que j'ai pu voir sur la petite bouteille? Oui, du phytoplancton, puis on va éventuellement, quand ils vont grandir, aussi offrir du zooplancton. Du zooplancton, ok. Des animaux microscopiques, alors que du phytoplancton, c'est des plantes microscopiques. Okay. Puis on a des flocons que peut-être certains donnent à leur petits poissons à la maison. Et puis on a, comme Ryan a mentionné, des petites croquettes à la spiruline, une forme d'algue. Ok. On va couper en petits morceaux. Et puis d'autres croquettes toutes petites qui ont plus de protéines, donc de matière protéinique dedans. Quand ils vont grandir, pas tout de suite. Okay. Ils ne mangent pas assez encore. Ok. Très chouette. Il y a un effet assez relaxant. Je sais pas, je suis un petit peu hypnotisé depuis tantôt avec les tortues, puis là maintenant ici. C'est très, très apaisant. Puis c'est sûr qu'au fur et à mesure de leur développement, on va aussi suivre le taux de survie des tétards. Fait que c'est ça que vous avez un petit peu inscrit sur chaque bac, le nombre de tétards qu'il y a dedans. Et au fur et à mesure qu'il y a des changements d'eau qui sont faits ou qu'il y a des transferts, on va essayer de les recompter pour voir comment ça évolue et puis s'assurer que tout va bien. Alors, on se rend difficilement compte là, mais il y a plusieurs centaines de tétards par bac. Ça fait du mal. Ce qui nous amène cette année, je pense qu'on a eu proche de 8000 tétards. Au niveau des chiffres, tu disais qu'on était sur une année... Qui, si tout continue à aller bien, ce qu'on espère être le cas, ouais. On a démarré avec plusieurs milliers de tétards et puis on devrait être en mesure de remettre sur les sites plusieurs milliers de rainettes. L'année dernière, on a mis plus de 2000 ou proche de 2000 individus relâchés en nature. Okay.
à la fois sous forme de grenouillettes, donc une fois qu'elles se sont transformées, et puis aussi quelques individus sous forme de têtards. C'est sûr que plus on est capable de les garder longtemps, plus ça doit augmenter leur chance de survie, parce que les grenouilles ont peut-être un petit peu moins de chances de se faire manger que des petits têtards. Mais c'est sûr qu'il y a un défi à avoir 5000 ou 3000 ou 2000 grenouilles au biodôme. C'est qu'on essaye toujours de trouver la bonne combinaison entre maximiser leur taux de survie, mais en même temps avoir une densité qui permet de leur offrir de bonnes conditions. Je comprends. On nous parle de durée de vie. Jusqu'à combien de temps peuvent-elles vivre? Alors, c'est des individus qui peuvent vivre plusieurs années. 4, 5 ans. Par contre, là, c'est aussi une espèce qui a une aire de distribution qui est quand même plus large que juste le Québec. Et puis la question de savoir combien de temps elles peuvent vivre ici, c'est une question qui est plus difficile, et c'est une partie des travaux qui sont faits avec notre collègue de l'Université Laval. Je comprends. Chouette. On n'a pas d'autres questions du chat. Est-ce que côté Rainette, est-ce qu'on avait vu tout ce que tu voulais nous montrer? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est sûr que ça aurait été plaisant de pouvoir montrer des adultes, mais on va s'ajuster au défi de la technologie. On a quand même la chance de voir les têtards là. Ouais. Et puis peut-être que vous aurez la chance, vous avez eu la chance plutôt de les entendre chanter un petit peu plus tôt cette année. C'est aussi quelque chose que vous pouvez aller voir, le chant des Rainettes Faugrillon, qui est quand même assez particulier. Il y a des enregistrements qui sont facilement disponibles sur Internet. Et puis c'est une toute petite grenouille, mais qui chante vraiment très très fort. C'est proche de 80, ça peut être proche de 90 décibels, fait que c'est remarquable. Et puis je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Ah, on avait une question que j'avais loupée. Elle mange combien de fois par jour? Il me semble qu'on avait discuté de ça tantôt. Elles sont nourries une fois par jour. Une fois par jour, mais toute la journée. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a de quoi manger ici. Juste ici. On peut bien, et puis on peut en profiter pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elles sont identifiées aussi. Ouais. Parce que c'est sûr qu'on va avoir un suivi de chaque individu. Ouais. Alors, une des façons de s'assurer de ça, c'est qu'elles vont avoir un petit fil qui va être passé sur une des écailles du tour de la carapace. Okay. Et puis, en utilisant la combinaison de l'écaille et de la couleur du fil, ça nous permet d'avoir des identifiants individuels. Okay. Donc là, le fil est bleu. Sur la première écaille, fait qu'on leur a assigné un numéro, puis ça nous permet de dire que cette tortue ce serait bleu 1, celle-ci ce serait 1, rouge, etc. Et puis ça nous permet d'avoir des identifiants pour chaque individu. Ensuite, quand elles sont plus grosses, on va quand même leur mettre une micro-puce. Okay. Comme ça, si jamais le fil s'en va, ou si pour les réidentifier plus tard sur le terrain, parce qu'il y a un suivi qui se fait par le ministère. Donc quand ils revoient une tortue, ils sont capables de savoir quel individu c'est, quel âge il a, de quelle cohorte il vient, etc. C'est une des petites méthodes qu'on fait pour leur suivi. Et puis là, effectivement, elles ont l'air d'être un petit peu tannées de leur exercice. Est-ce que cette technique-là, c'est une technique que vous utilisez vous, ou est-ce que c'est assez répandu, que l'identification dans d'autres pays, est-ce que c'est comme ça que... Les méthodes d'identification, c'est quelque chose qui est assez répandu, surtout l'utilisation de micro-puces, l'utilisation des écailles et puis des marques, c'est aussi quelque chose qui se fait. Alors il y a des petites variantes parfois, on peut mettre une petite tache de peinture ou de vernis, mais on essaye aussi d'éviter, quand elles vont être mises sur le terrain, des choses qui soient voyantes et puis qui pourraient les rendre plus voyantes vis-à-vis des prédateurs ou des humains. Fait qu'essayer de pas trop perturber, que la méthode de suivi perturbe pas trop leur vie. Je comprends. Les individus qui mangent des fruits et légumes. Ça grignote là-bas. J'espère que ça va pas faire de connexion. On avance un petit peu. Ah oui. Après l'effort, le réconfort. Ça mange. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est dans les coulisses du biodôme.
discute petite tortue. Donc là, Gabriel, j'imagine que c'est une question par rapport aux tortues, j'imagine. Quand là, on est revenu sur les tortues. On nous demande combien pèse-t-elle une fois adulte? Combien pèse-t-elle une fois adulte? Je l'ai de mémoire, mais j'ai une feuille que je peux aller chercher. Ça doit être autour de 1. C'était quoi la question? Combien pèsent-elles quand elles sont adultes? Peut-être 500 grammes? Je vais voir la feuille. On va essayer. Quand le poids qu'on avait fixé pour la relâche en milieu naturel au bout d'un an, c'était 260 grammes. Et puis la raison pour ça, c'est que quand le programme a débuté, les individus, pas tous, mais une bonne partie, étaient équipés de radioémetteurs qui permettent de les localiser sur le terrain pour les suivre. Donc au bout d'un an, il y a une partie des individus qui dépassaient ce 260 grammes. À 2 ans, je ne saurais pas vous le dire, mais Linda a des poids ici, je pense, pour... Les adultes, autour de 1,2 kg. Okay. Puis là, ici, on a... ils sont toujours ici, celle-ci. Toujours en train de chiller. Très chouette. On me demandait, il y avait une question par rapport au pourquoi. Pourquoi doit-on la conserver, ces tortues-là? Pourquoi en fait un programme de conservation en biodôme? Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent en cours de route. La première chose, c'est le constat que pour la plupart des populations de tortues au Québec, on n'a pas forcément des bonnes données sur l'état des populations, est-ce qu'elles vont bien, etc. Mais pour certaines, on sait qu'il peut y avoir des enjeux de recrutement dans la population, c'est-à-dire d'avoir des nouveaux individus qui rentrent et puis qui participent à la population. C'est cet enjeu-là qu'on essaye de contrer en supportant les populations. Puis l'autre aspect de ça, c'est que les individus qui sont à risque pour les populations de tortues, à cause de leur stratégie de reproduction, les tortues, en fait, ces espèces-là, elles vivent quand même de nombreuses années. Et puis, du coup, une tortue va pouvoir se reproduire plusieurs fois dans sa vie et puis donner naissance, si tout va bien, à plusieurs portées de petits. Malheureusement, les adultes en nature, ils ont quand même quelques prédateurs, mais ils sont beaucoup moins à risque que les jeunes tortues. Fait que la stratégie de reproduction des tortues, en tout cas des bois, est un petit peu basée là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont adultes, elles sont quand même un petit peu moins à risque. Okay. Par contre, ce qui fragilise ces populations, c'est notamment les collisions avec les véhicules. On l'a dit, c'est la tortue la plus terrestre de nos tortues semi-aquatiques. Donc elles se déplacent beaucoup plus. Des fois, elles choisissent des sites de ponte qui sont dans le sable qu'il y a sur les côtés des routes ou proches des ruisseaux. Du coup, elles sont plus à risque de collision avec les voitures. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est quand on se déplace dans des parcs, des zones qui sont proches des cours d'eau, etc., ralentir un petit peu. Comme ça, si jamais il y a une tortue qui se balade, on a moins de risque de la percuter. Et puis si jamais elles sont percutées, il y a un site, le site carapace.ca, qui permet de signaler les collisions, les mortalités de tortues. Et il y a également des centres qui prennent en charge les tortues blessées, comme le centre Éco-Nature. Okay. Si on voit une tortue dans la nature, mettons sur une route, entre autres, est-ce que tu nous conseilles de la prendre avec nos mains pour la déplacer, ou est-ce qu'on... Alors, on peut le signaler sur le site carapace.ca, et puis je pense qu'ils ont des lignes directrices sur la meilleure façon d'intervenir. Okay. Je pense que la première chose, c'est que personne ne se mette en danger du fait qu'il y ait une tortue sur la voie, et puis après de regarder. Je vous invite à aller voir sur le site carapace.ca. Parfait. Carapace.ca. Madame Andréane, mais tu en as déjà parlé, mais on va le répéter parce que je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui se demandaient. Les prédateurs, quels sont ces prédateurs principaux? Le principal, c'est le raton laveur. Okay. Et puis, une des étapes qui est vraiment critique, c'est la ponte. Donc, il y a
une très grande majorité des nids de tortues qui peuvent être dévorés par des prédateurs, dont les ratons laveurs, en dedans des fois de quelques minutes après la ponte. Des fois, c'est à se demander s'ils n'attendent pas presque la gueule ouverte que la tortue ponde. Donc le raton laveur serait le principal, mais d'autres petits mammifères comme les renards, les loutres, les visons dans une moindre mesure, un petit peu plus dans le sud, même si on commence à en voir ici, les opossums peuvent aussi en consommer. Si on pense à d'autres espèces, les tortues serpentines peuvent manger des petites tortues, etc. Fait qu'elles ont quand même une multitude de prédateurs, mais elles sont plus à risque dans les premiers stades de leur vie. Parce que si vous avez vu les adultes, là ça devient un petit peu plus coriace. Là, elles ont pas mal fini de manger, ça va être le temps de débarrasser parce que elles en mettent un petit peu de partout quand elles mangent. Et puis généralement après avoir mangé, elles font des selles aussi, fait que ça va être le temps d'un bon petit changement d'eau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'équipe derrière? Parce que c'est vrai qu'on a vu Linda, oui. On t'a rencontré aujourd'hui. Vous êtes combien dans les coulisses justement du Biodôme? C'est sûr que c'est quelque chose de collaboratif et qui pourrait pas se faire sans toutes les personnes qui travaillent ici. Alors pour les tortues des bois, les tortues qui sont dans cette pièce et puis les tortues qui sont dans l'autre pièce, leurs soins sont donnés par deux équipes différentes. On a d'un côté Linda et puis ses deux collègues qui s'occupent des reptiles et amphibiens du Biodôme qui s'occupent des tortues de ce côté-là. Ouais. Et puis leur collègue qui s'occupe plus de la forêt tropicale qui s'occupe des tortues dans l'autre pièce. Ça fait qu'on a plusieurs techniciens en santé animale qui veillent aux soins quotidiens des tortues. Puis après, il y a aussi un petit peu toute la coordination du programme, des relâches, etc., dont je m'occupe en partie. Et puis tous nos collègues du ministère qui vont chercher les tortues sur le terrain, incubent les œufs, nous les apportent ici, fait que c'est vraiment un effort collaboratif. Puis c'est sûr que les animaux ne connaissent pas le 9 à 5, puis du lundi au vendredi. Oui. Donc le samedi, dimanche, jour férié, il faut être présent et il faut assurer que les animaux aient tout ce qu'ils ont besoin pour grandir et bien aller. Oui, effectivement, c'est sûr que mais ça vaut pour tous les animaux qui sont présents au Biodôme. Fait qu'effectivement, il y a des soins qui sont apportés chaque jour de la semaine, 365 jours par an. Très cool. Ça chill un petit peu ici. Après, il y a des périodes qui sont un petit peu plus chargées. C'est sûr que quand on a plusieurs milliers de... peut-être pas milliards, on aimerait ça, mais on n'est pas rendu là. Quand on a plusieurs milliers de têtards dont il faut s'occuper, ça prend plus de temps dans les journées. Il y a des périodes pour lesquelles c'est un petit peu plus calme, en tout cas pour ces projets-là. Donc tout le monde vient donner un petit coup de main pour ça, et puis ça fonctionne bien. Fait que la grosse période de l'année, c'est en ce moment-là pour vous? Pour les têtards, oui. C'est sûr que du côté des reptiles amphibiens, s'occuper de tous ces bacs de têtards, comme vous avez pu le voir, changer l'eau, les nourrir, nettoyer après, ça prend beaucoup de temps. Fait que tant qu'on a ces milliers de têtards, ça demande beaucoup de temps et de soins. Alors là, dans le fond, là où la tortue était se mettre, c'est un coin qu'on a aménagé pour qu'elle puisse avoir de la lumière UV et de la chaleur. Okay. Donc ça fait partie de leur mode de vie. Les tortues vont souvent se trouver un coin chaud dans lequel elles vont pouvoir s'exposer au soleil et puis recevoir des UV et de la chaleur. Donc c'est ce qu'on recrée là dans leur environnement. Très chouette. J'ai une petite fiche ici que j'avais laissée là. Et le chat, dites-leur un dernier petit coucou. Je pense qu'on a fait le tour. Merci encore infiniment à toi, à Raylen Dagfous, d'avoir été avec nous aujourd'hui, pour ton temps, pour toutes tes explications. Merci beaucoup aussi à ta collègue Linda pour son temps, parce que c'était, je sais que c'est toujours un petit peu... ça demande un petit peu d'organisation là, de faire une petite visite comme ça aussi
en live comme ça, en direct. C'est toujours avec grand plaisir qu'on essaye de faire découvrir un petit peu ces aspects de ce qui se passe au biodôme, mais qu'on voit un petit peu moins. Puis à partir du mois de mai, la mi-mai, vous devriez être en mesure, si vous venez faire un petit tour au biodôme, de voir nos adultes tortues des bois dans la forêt laurentienne du biodôme.